Alors pour les syndromes, hyperéosinophiliques, il n'y avait pas énormément de présentations, à l'ASH, cette année. Donc on a sélectionné, 2 qui nous semblaient les plus importantes, qui ont été présentées sous forme de poster. Donc la première est une étude de cohorte, réalisée aux Pays-Bas, hem et la deuxième, c'est une étude, industrielle sur, une revue systématique de la littérature sur l'effet des anti-IL-5 dans les syndromes hyperéosinophiliques. Donc, la première étude, donc c'est une étude néerlandaise qui a été présentée par le docteur Pim Mutsoers et qui part initialement, des, demandes de FIPA-L1, de recherche de FIPA-L1. Donc, ils ont dans ce centre de référence, 130 patients qui leur ont été référés pour une demande de FIPA-L1 entre 2000 et 2020 et parmi ces 130 patients, finalement, 63 seulement d'entre eux présenteraient, un syndrome hyperéosinophilique et les 37 autres pourcents présentaient un diagnostic alternatif. Parmi les syndromes hyperéosinophiliques, il y avait des SHE clonaux et parmi les SHE clonaux, 6 qui présentaient une fusion de FIPA-L1 PDGFR, les autres présentant d'autres mutations qui ne sont pas détaillées. Concernant donc les atteintes d'organes de ces patients avec hyperéosinophilie, donc les atteintes pulmonaires étaient principalement les atteintes principales dans 52% des cas, suivies par les atteintes cutanées dans 42% des cas, atteintes digestives dans 27% des cas et atteintes cardiaques dans 22% des cas, sachant que lorsqu'on prend uniquement les patients qui ont un syndrome hyperéosinophilique non expliqué par une autre cause, l'atteinte cardiaque restait importante dans 17% des cas. Concernant les traitements qu'ont reçus ces patients avec syndrome hyperéosinophilique, donc les traitements non stéroïdiens sont divisés de façon à peu près équivalente en 4 parties. Les anti-IL-5 dans 25% des cas, l'hydroxyurée dans 29% des cas, l'interféron dans 24% des cas et l'imatinib dans 22% des cas. Concernant l'efficacité, l'efficacité la plus importante était celle apportée par les anti-IL-5 avec 74% d'efficacité et 39% pour l'imatinib. Concernant l'imatinib, donc il y a eu 18 introductions d'imatinib chez ces patients, donc notamment chez les patients avec translocation FIP1L1 PDGFRA avec 100% d'efficacité, mais aussi chez d'autres patients myéloïdes clonaux avec, chez ces patients, 33% d'efficacité chez ces patients donc, sans réarrangement de FIP1L1 PDGFRA. Donc, cette étude pose 2 questions principales. Donc, la première est le diagnostic alternatif. C'était 37% de patients qui ont eu une demande de PDGFR, FIP1L1, PDGFRA, mais sans diagnostic de SHE au décours. Donc, est-ce que ce test est demandé trop tôt? Est-ce que ce test est demandé généralement de façon abusive? Et puis, les 33% de réponses à l'imatinib chez les patients qui ont un SHE myéloïde sans translocation FIP1L1, PDGFRA. Donc ça supporte l'idée que l'imatinib peut être testé chez des patients myéloïdes, y compris sans ce transcrit classique. Et les auteurs mentionnent également parfois la nécessité d'augmenter les doses d'imatinib pour obtenir une réponse chez ces patients pour lesquels l'imatinib a été testé. Donc ensuite, une deuxième étude présentée en poster par le docteur Chris Edmond. Donc c'est une étude industrielle portée par AstraZeneca, qui correspondait à une revue systématique de la littérature sur les anti-IL-5 dans les syndromes hyperéosinophiliques. Donc les études qui ont permis de valider l'anti-IL-5 sont plutôt des études sur la rechute sous traitement. Donc cette étude est donc une étude poolée de la littérature avec donc à travers une recherche de la littérature les auteurs ont récupéré 55 case reports et 5 études de cohorte, avec parmi les 5 études de cohorte 379 patients. Ces patients étaient donc des SHE lymphoïdes qui ont été traités par mépolizumab ou benralizumab, et donc avec 211 patients sous mépolizumab et 46 sous benralizumab. Donc, on a aussi ici une information sur la diminution du chiffre d'éosinophiles, qui était du coup un critère secondaire dans les études de validation des anti-IL-5, avec, dans les case reports, une diminution moyenne de 7,4 gigaparsec des éosinophiles à 0,4, donc une diminution très importante. Une diminution qu'on le retrouve également dans les études de cohorte.
Et cette diminution sur le chiffre d'éosinophiles est associée à une amélioration des symptômes et des atteintes d'organes. Donc, ils ont également récupéré les informations sur la persistance d'un traitement par corticoïdes, donc l'épargne cortisonique. On voit que ces traitements par anti-IL-5 permettent une épargne cortisonique avec une réduction de plus de 50% de l'utilisation des corticoïdes chez 41% des patients, mais il persiste quand même l'utilisation d'environ 5 mg par jour de corticoïdes de façon générale chez ces patients. Et donc, ça pose la question de ces 5 mg par jour. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Parce que sans ces 5 mg par jour, les patients réaugmentent leur chiffre d'éosinophiles et donc il y a une place encore pour une amélioration des traitements. Ou est-ce que ces 5 mg par jour, ça correspond à des corticoïdes que les médecins n'ont pas osé retirer? Et donc, à ce moment-là, est-ce qu'il faut essayer vraiment de laisser tomber complètement les corticoïdes chez ces patients traités par anti-IL-5? Voilà, c'est le principal message qu'on voulait vous faire passer sur les syndromes hyperéosinophiliques. Merci Mathilde. Donc Jean-Emmanuel Kahn, notre expert, est-ce que tu peux nous rappeler les règles de juste prescription, la recherche de ce transcrit FIP1 sur la base des données françaises et la place des anti-IL-5? Merci. Bon, là, il y a Romain Stamler qui a développé un nouveau score justement pour justifier la prescription du FIP1L1. Non, c'est assez drôle de regarder qu'il y a des gens, on en discutait avec Abdelatif, qui ont des ABPA, qui ont je sais pas quoi, mais c'est juste parce qu'il y a 5000 eosinophiles, ils se retrouvent avec un FIP. C'est complètement dément d'imaginer que 37% des patients ont une maladie et un diagnostic posé et qu'on leur a fait une demande de FIP1 PDGFRA qui ne doit venir que quand on a exploré une hyperosinophilie, qu'on n'a pas trouvé de diagnostic. À ce moment-là, ouais, on peut faire le FIP. Et encore, il y a beaucoup de choses à écarter avant. J'aurais bien aimé voir le sexe des 37 personnes à qui on l'a demandé. S'il y avait la moitié de femmes, c'était bon. Donc, je trouve le message intéressant du premier papier, qu'on oublie un petit peu, c'est l'efficacité de l'imatinib dans certains syndromes hyperéosinophiliques d'allure clonale. L'année dernière, Mathieu Gros a rapporté pour le CREO l'identification de mutations très intéressantes, JAK1, JAK3, STAT5A, STAT5B, avec des arguments encourageants pour le ruxolitinib. Et puis on a plein d'expériences très originales de patients gravissimes en réanimation. Là, on discute en RCP cet après-midi, 15% de fraction d'éjection des AVC partout. On met du ruxo, ça marche. Et puis, donc on a un petit rationnel. Il y a encore de la place pour l'imatinib. Et avant qu'on ait ces mutations et le ruxo, il y a 10-15 ans, on a mis de l'imatinib à des gens 100 mg, 200 mg, 400 mg, à des gens qui n'étaient pas FIP1 PDGFRA, qui n'étaient pas mutés, qui n'avaient pas de translocation impliquant le PDGFRB, pour lequel on n'avait aucune base moléculaire, et ça marche, et on en a, et donc eux aussi, ils en ont quelques-uns. Et donc ça veut dire et on a même aussi des arguments dans nos cohortes pour dire que d'autres ITK peuvent marcher, je crois que c'est des ITK comme le DASA, comme le DASA ou le NILO. Et donc, voilà, c'était juste pour rappeler que dans les SHO clonaux, sans aucune documentation moléculaire, il y a de la place pour de l'imatinib. Il y a même de la place, probablement, l'étude ne nous dit pas, pour le dasatinib ou le néotinib. Éventuellement, en test avec le ruxo. La deuxième étude est plus conventionnelle et nous confirme ce qu'on connaissait déjà en regroupant des données de différentes études. C'est quand même les anti-L5. Ça reste un bon médicament, qu'on a des chiffres sur des données d'éosinophiles corrélées aux symptômes qui confortent de manière un petit peu différente ce que disaient les études pivotales. Et que, voilà, alors la seule chose, c'est que pour l'instant, on n'a pas les études de phase 3 avec le benralizumab, on n'a que celles avec le MEPO, mais que les anti-L5 dans le lymphoïde et l'idiopathique, ça reste des bons médicaments. Donc merci Mathilde pour ce résumé.